Il est de ces questions qui nous hantent. Et certaines questions nous hantent depuis très longtemps, et pas seulement quelques personnes, mais bien l'humanité entière. Cette question, je pense, est peut-être la plus vieille que l'homme s'est jamais posée. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Avant de commencer, je voudrais vous dire que depuis quelques années maintenant, toutes les semaines, je vous raconte une histoire différente. Une histoire que j'écris moi-même. L'écriture a toujours été une passion pour moi. Mais ce que vous ne savez pas forcément, c'est que pour YouTube, j'adapte mon écriture à un format qui correspond à YouTube. Quelque chose d'assez court, d'efficace et de facilement... quelque chose dont on peut rentrer facilement dedans. Sauf que, à côté de ça, j'écris des livres. J'espère bientôt pouvoir publier mon premier roman d'ailleurs. Et mon écriture est en soi très différente de mes vidéos. Et pour une fois, j'ai souhaité vous raconter une histoire qui est une de mes nouvelles. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Ils étaient installés dans ce salon sombre et silencieux autour d'une table ronde. 3 hommes ainsi rassemblés pour discuter d'une chose, une simple chose, pourtant si complexe. Nous avions tout d'abord un illustre invité, le docteur Charles Derôme, auteur de nombreux ouvrages scientifiques s'intéressant tout particulièrement au cerveau humain. Face à lui se trouvait Antoine Leduc, philosophe et anthropologue. Il était passionné par les rituels, les croyances et les interactions entre les deux. Pour finir, l'hôte de cette rencontre, propriétaire de ce magnifique et ancien manoir dans lequel il se trouvait, Barthélemy de Lupésie. Il avait invité ces 2 personnes pour provoquer un échange qui, il le pensait, resterait dans les annales de la recherche scientifique et métaphysique. Au centre de la table, goutte après goutte, les sucres fondaient, tandis que les penseurs échangeaient sur ce sujet qui avait toujours fasciné l'humanité. Monsieur Leduc disait « Le questionnement sur la vie après la mort est au cœur même de ce qui fait nos sociétés. Sans ce questionnement, qu'il soit dû à la curiosité ou bien la peur, il n'y aurait pas eu de question sur pourquoi notre mortalité. Ainsi donc, cette question mène elle-même à nos origines. D'où venons-nous? Si nous avons été créés et amenés ici pour une raison ou non. La question de la vie après la mort nous mène aux religions qui ont forgé depuis toujours une partie des règles nous forçant à nous supporter. Les premières règles des religions, sauf quelques rares exceptions, sont habituellement « on ne tue pas, on ne prend pas la propriété des autres » et ainsi de suite. Ce à quoi répondit le docteur Derôme. Cela fait sens. Mais si l'on suit les recherches basées sur la théorie de l'évolution, alors nous savons que nous venons tout simplement d'espèces précédentes qui s'avèrent n'avoir peu ou rien à voir avec nous. Ainsi, nous savons que nous n'avons pas été créés par une entité supérieure, et donc, nous n'avons aucune raison d'espérer une vie après la mort. La réponse froide et scientifique du docteur tira un sourire au philosophe, lui-même étant de cet avis, mais il avait été invité ici pour débattre. Dans certaines religions, le néant fait absolument partie de l'existence. Ils ne vénèrent pas un dieu en particulier, mais plutôt une sorte de flux d'énergie insufflant la vie en toute chose. Ainsi, quand vous décédez, vous vous transformez, vous aussi, en énergie, rejoignant ce tout vivant à travers ce qui vit. Alors, dans ce cas, vous ne rejoignez pas une entité précise, mais en soi, votre existence se poursuit. Ce serait une sorte de vie après la mort. Le sucre se dissolvait lentement sous les yeux de Monsieur de Lupésie qui écoutait avec attention le débat. Au loin, dans la demeure, on pouvait entendre ces gens vaquant à leurs occupations.
quelle sorte de religion vénère des énergies, mon cher Antoine ? Demanda Charles Desrômes. En fait, c'est un sujet très vaste, car beaucoup ne considèrent pas forcément leur religion comme basée sur un flux d'énergie, mais quand ils vous présentent leurs croyances, nous, avec notre regard extérieur, et j'aime à le croire, une certaine rigueur scientifique, ou en tout cas une véritable quête de vérité universelle, on ne peut que constater les similitudes avec cela. Et donc, je trouve intéressant d'observer que des cultures, ne se connaissant aucunement, n'ayant jamais traversé leurs propres frontières, puissent vénérer quelque chose d'aussi abstrait, de la même manière que d'autres. Le docteur se gratta le menton pensif. Entendriez-vous par cela que le fait qu'ils puissent croire à leur manière à la même chose, sans se côtoyer, ferait en quelque sorte preuve d'une véracité de leur croyance ? Demanda-t-il. Dans les verres se diluait lentement le verre, dans un nuage léger et étrange, aux formes fantasmagoriques. Au loin, le rire d'un des employés de maison résonna. Par la fenêtre, on pouvait entendre le vent qui soufflait. La discussion avançait, les arguments étaient échangés sous le regard satisfait de M. Barthélemy de Lupézy. Le temps passait et l'ambiance devenait de plus en plus étrange. Les premières gorgées d'absinthe semblaient relancer le débat d'une nouvelle façon. Dans certaines cultures, on utilise des opiacés pour se mettre en transe et ainsi pouvoir communiquer avec l'autre côté, expliqua le philosophe. Oui, mais cela n'est rien de plus que des personnes en proie à des hallucinations racontant des choses n'ayant probablement ni queue ni tête, rétorqua le docteur. Antoine but une nouvelle gorgée et déposa son verre sur la table. En effet, il est tout à fait possible que ce soit cela. Mais pouvons-nous être certains que ce soit réellement des hallucinations ? Est-ce que ce que nous considérons comme des hallucinations, de notre point de vue d'Européens rationnels, ne serait pas, en fait, une véritable vision d'un au-delà du voile de la mort ? Qu'est-ce qui nous assure dans cette certitude d'avoir raison ? Pourquoi une hallucination serait plus logique qu'une vision ? Le docteur regardait les nuances de vert dans son verre, songeur. Vous soulevez un point intéressant, remarqua l'hôte de cette discussion. Après tout, que pouvons-nous connaître de l'esprit si ce n'est qu'il est faillible, mais également notre meilleure arme pour comprendre ce qui nous entoure. Nous sommes dépendants de la justesse de compréhension de notre propre esprit. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ici ? Pour une discussion, répondit le philosophe. Pour des réponses, répondit le docteur. Pour une expérience, expliqua l'hôte. Il s'appuya sur sa canne et se leva. La pluie commençait à battre le verre des fenêtres, tandis qu'à l'étage, on pouvait entendre quelqu'un tousser. « Messieurs, je vous invite à me suivre. » Ils se levèrent à sa suite et quittèrent le bureau pour s'engager dans un grand hall. Sur leur droite se trouvait un double escalier. En son centre, trônant sur toute la salle, se trouvait un grand et élégant portrait d'un jeune homme ressemblant à M. de Lupézy. Il gravit lentement les marches en expliquant l'histoire de cette demeure. Il y a de cela 22 ans, mon fils, Richard, fêtait ses 20 années. Pour cela, je prenais dans ma fortune pour faire de lui un propriétaire terrien. Je voulais lui faciliter la vie, comme je le pouvais. Certains aiment que leurs enfants aient à se battre pour avoir un mental d'acier. Moi, j'ai toujours pensé que si j'avais les moyens de rendre la vie des autres meilleure, je me devais de le faire. Il fut interrompu par le docteur Desrômes. Je ne pourrais d'ailleurs jamais assez vous remercier pour tous ces financements. Monsieur de Lupézy fit une légère moue ressemblant à un sourire, puis reprit son exploration du manoir. J'ai donc offert cette bâtisse à mon fils, mon seul héritier. Mais avant tout, l'enfant que j'aimais. Il était le fruit de l'amour entre sa mère et moi. Vous pouvez d'ailleurs voir juste ici des tableaux de ma chère Mathilde. Il s'arrêta un instant, un sourire plein de souvenirs se dessinant sur ses lèvres. Ils pénétrèrent un couloir. D'un côté se trouvaient de grandes fenêtres contre lesquelles se brisaient les larmes de pluie. De l'autre, de grandes portes de bois se présentaient l'une après l'autre. J'offrais donc ce superbe manoir à mon fils, en espérant le pousser vers le plus bel avenir. Pendant 2 semaines, il vécut ici. Tout se passait pour le mieux. Puis il arriva quelque chose.
Pouvez-vous le deviner, docteur ?» Le docteur se caressa la moustache, perdu un instant dans sa réflexion. « Il y a de cela une vingtaine d'années, je me souviens d'une épidémie de grippe particulièrement virulente. Nous avons eu beaucoup de travail et, hélas, nous avons perdu beaucoup de patients. » Monsieur de Lupézy observait la pluie par la fenêtre. En effet, une grippe. Ce qui est amusant, c'est que, dans notre demeure, à quelques kilomètres d'ici, nous n'avons eu aucun cas de grippe. Mais là où j'avais envoyé mon fils, il y eut cette grippe. J'avais voulu lui offrir une belle vie, je l'ai précipité à sa mort. Devant le silence des deux autres, Antoine Leduc s'approcha du vieil homme. « Je compatis à votre douleur. Je me doute que vous imputez la cause de la mort de votre fils. Pourtant, monsieur, sachez bien que vous n'auriez rien pu faire. Il serait resté chez vous qu'il aurait pu souhaiter rencontrer quelqu'un porteur de la maladie. Il aurait pu glisser dans les escaliers et se rompre le cou. Il aurait pu arriver de nombreuses choses s'il était resté avec vous. Vous n'y êtes pour rien. » Le vieil homme se tourna vers le philosophe. « Et pourtant, c'est moi qui l'ai envoyé ici. Vous souhaitez me retirer ce poids de ma conscience, mais je vis avec depuis plus de 20 années. Il fait partie de moi. Comme ceci fait partie du manoir. » En disant cela, il ouvrit la porte qui leur faisait face. Derrière se trouvait une chambre luxueuse, bien que clairement abandonnée. Le ménage y était fait régulièrement. Il n'y avait aucune trace de poussière ou de décrépitude, mais ici régnait quelque chose d'étrange. Une sensation de mort. Un grand lit à baldaquin trônait là où la lumière tombait en traversant la fenêtre. Par cette grise journée, cette lueur spectrale ne faisait que renforcer cette sensation d'outre-tombe. Le maître des lieux se dirigea vers le lit, puis invita ses deux compagnons à le rejoindre. Il leur montra le lit et expliqua. « Voici le lit où mon fils perdit la vie. Vous pouvez encore voir la trace de son corps. Le matelas est enfoncé comme s'il était encore là. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'ai repris la demeure, cette chambre est nettoyée chaque jour. Le lit est refait chaque jour. Depuis que je suis ici, elle n'a jamais disparu. » Le docteur et le philosophe observèrent la marque en silence, plongés dans leurs réflexions. Y avait-il une explication naturelle à cela? Ou bien leur hôte se jouait-il d'eux? Ils se dirigèrent alors vers une bibliothèque. Une femme dans une longue robe verte passa à côté d'eux. Elle ne leur porta aucune attention et disparut derrière une porte. En pénétrant dans la bibliothèque, ils observèrent des volumes anciens, couverts de latin, de grec, d'allemand ou encore d'autres langues. Antoine Leduc, en parcourant les noms présents dans la bibliothèque, sentit soudainement une odeur, quelque chose de fruité. Il leva la tête et observa autour de lui. Il vit alors leur hôte surveiller leur réaction avec attention. « Pourquoi sommes-nous dans cette bibliothèque, si je puis me le permettre ?» demanda alors le philosophe. « Vous vous trouvez dans la bibliothèque privée de mon défunt fils. Cette bibliothèque était le lieu dans lequel il pouvait puiser toutes ses inspirations. Il m'en avait parlé longuement avant de s'installer. C'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Il me disait toujours la même chose. Un jour, mon père, j'aurai une bibliothèque aux 1000 langues. On y trouvera la littérature jointe à la science, mes deux passions en un seul coffret aux odeurs d'orange, expliqua le vieil homme. Aux odeurs d'orange, dites-vous, répondit le philosophe. C'est cela, oui, bien que depuis la mort de mon fils, nous ne prenons plus la peine de parfumer la salle, avoua monsieur de Lupézy. Pourtant, c'est bien ce que j'ai senti, dit soudainement le docteur. Le vieil homme sourit alors avant d'inviter ses deux compagnons à sortir de la bibliothèque. Ils se redirigèrent vers le bureau dans lequel ils s'installèrent comme ils l'étaient auparavant. Ils burent tranquillement quand leur hôte prit finalement la parole. « Alors, dites-moi, messieurs, ce tour dans la demeure de mon fils a-t-il fait évoluer d'une manière ou d'une autre votre vision du sujet ?» Le docteur Desrômes s'avança sur sa chaise et se racla la gorge. « Tout d'abord, monsieur de Lupézy, je tiens à préciser, connaissant moi-même le fait de perdre un proche, d'ailleurs, je ne vous remercierai jamais assez
pour ces mots dans la lettre que vous m'aviez envoyée à l'époque. Ils m'avaient beaucoup aidé et touché. Je me dois également, d'un point de vue de professionnel, évoquer quelque chose que je connais bien. La mort étant, de fait, une partie de mon métier, je sais que quelque chose est inévitable dans le comportement humain. Et ce n'est ni une critique, ni quoi que ce soit de mauvais. Vous connaissez toute l'affection que j'ai pour vous. Quand on est face à la perte d'un proche, nous avons tous une phase de déni. C'est tout à fait normal. Surtout pour la perte aussi tragique qu'est la vôtre. Et j'imagine que c'est à mon tour de vous apporter le soutien que vous m'avez apporté par le passé. Antoine le Duc, à son tour, se racla la gorge. En effet, le déni est une étape du deuil. J'imagine que, dans ce que vous nous avez montré, ce que vous avez partagé avec nous, plus que nous, vous cherchez à vous convaincre que votre fils n'est pas réellement parti. Il est plus agréable, bien que toujours douloureux, de l'imaginer ici, sous une forme ou une autre, plutôt que parti, loin. Ainsi, vous pouvez toujours caresser l'espoir de le contacter une dernière fois, lui dire ce que vous n'avez pas pu lui dire de son vivant. Monsieur de Lupézy resta silencieux un moment, observant le liquide vert dans son verre. Son regard se posa ensuite sur le bois ciré de la table. Il se dirigea ensuite vers la fenêtre au-dessus, son verre quadrillé dévoilant une lumière grisâtre, tandis que la pluie et le vent continuaient de s'abattre sur les environs. Puis son regard se posa sur le visage émacié d'Antoine le Duc. Cet homme passait trop de temps perdu dans ses livres et son esprit. De l'autre côté, le docteur Derôme était visiblement inquiet pour la santé de monsieur de Lupézy. « Messieurs, je suis très heureux de vous avoir invités ici. Ces échanges, ces discussions, ont été des plus intéressants et divertissants. Mais il y a encore des choses que vous devez savoir. Voyez-vous, depuis que vous êtes ici, j'ai volontairement gardé une information pour moi. Une information des plus importantes, cela va sans dire. Vous vous en doutez, je ne suis pas capable physiquement d'entretenir moi-même ce manoir. J'ai donc plusieurs personnes travaillant pour moi. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque soir, tous mes employés quittent la demeure. Je leur demande d'être partis avant le coucher de soleil. Le dernier employé a quitté la maison 1 heure avant l'arrivée de monsieur le Duc, aujourd'hui, expliqua le vieil homme. Les deux invités se regardèrent en silence, une expression de surprise mais également de doute se dessinant sur leur visage. Ils attendaient une explication, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que 3 personnes dans le manoir. Mais enfin, nous avons entendu de l'activité autour de nous toute la soirée. Nous avons même croisé une femme à l'étage, dit alors le docteur Derôme. En effet, vous ne pouvez le nier cela, ajouta le philosophe. Mais je ne le nie pas, en aucun cas. Vous avez bien vu et entendu ces personnes. Malgré tout, je maintiens ce que je dis. Nous sommes les 3 seules personnes dans le bâtiment. Maintenant, la question est, avons-nous imaginé toutes ces choses, ou bien est-ce qu'il se passe quelque chose d'étrange en ce lieu? Expliqua monsieur de Lupézy en se reculant sur sa chaise. Le silence régna soudainement dans les environs. La pluie ne battait plus les carreaux. Seules les respirations troublaient légèrement ce lourd et perturbant silence. L'hôte de cette rencontre se caressait la moustache en jubilant de l'effet qu'il avait eu sur ses invités. Ces 2 hommes certains de leur connaissance et croyance, soudainement coupés de leurs repères. Il se levait difficilement, puis se dirigeait vers une porte. « C'est avec un grand honneur que je vous ai invité ici, dans ma demeure, dans celle de mon défunt fils. En m'installant ici, je n'imaginais pas découvrir des secrets que notre science ne saurait expliquer. Et pourtant me voici, maintenant, vous présentant la réponse à la plus grande question que l'homme s'est posée. Y a-t-il une vie après la mort? Messieurs, vos avis? Demanda-t-il. Barthélemy, mon ami, vous avez besoin d'aide. Il est très difficile de se remettre de la perte d'un proche. Ne restez pas cloîtré ici. Cela ne peut vous faire de bien, s'inquiéta le médecin.
Je vous remercie pour votre sollicitude et vos conseils, Charles. Antoine, votre avis, poursuivit-il. Je ne peux être certain que mon esprit ne soit pas perturbé par la boisson ou par quelque tour que vous auriez préparé pour une sorte de farce, répondit le philosophe. Une farce? Oui, celle-ci aurait été excellente. Hélas, depuis bien longtemps, je n'ai plus goût aux farces et toute autre facétie. Je n'ai plus goût qu'à la vérité, et ici même se cache la vérité, la réponse la plus importante. Sur ce, Barthélemy de Lupésie ouvrit la porte se dissimulant dans un mur. Son lent mouvement dévoila une obscurité si épaisse qu'elle cacherait la flamme d'une bougie. Le vieil homme se décala d'un pas, tandis que la porte continuait de s'ouvrir sous le regard inquiet des invités. Soudainement, une terreur lente sembla émaner de l'obscurité, comme un courant d'air glacial refroidissant toute une salle. L'air semblait vibrer, quand une faible lueur se dévoila dans les ténèbres. Une lueur à peine perceptible. Quelque chose d'impalpable, d'irréel. Et pourtant, sous leurs yeux, une femme sembla sortir de l'obscurité. Une lueur bleuâtre émanait de sa peau pâle. Ses mouvements étaient lents, comme hors du temps. Sa longue robe flottait autour d'elle, dessinant des formes suivant ses mouvements. Le docteur et le philosophe se levèrent, mais ils n'étaient pas aussi fascinés que leur hôte. Eux étaient au bord de s'effondrer. Ils ne pouvaient comprendre ce qu'ils voyaient. C'est alors qu'une autre lueur émana des profondeurs de l'obscurité, puis une autre. Des dizaines d'autres s'approchaient, dévoilant hommes, femmes, enfants. Antoine le Duc et Charles Desrômes quittèrent le manoir en courant, oubliant leurs manteaux et leurs chapeaux, tandis que Barthélemy s'installa à la table, buvant aux côtés de sa compagne et de son fils. Eh bien, c'était bien, j'espère. Parce que voilà, c'est comme ça que j'écris. Alors, ma façon d'écrire varie en fonction de l'histoire que je vais raconter, bien évidemment. Ici, c'est une nouvelle. Mes nouvelles ont plus tendance à se rapprocher, effectivement, de ce style-là. Mon roman, par exemple, que je viens de finir, est très différent de ce style-là. Mais vous avez un avant-goût de ce que vous pourrez lire si vous découvrez mes livres un jour. Du coup, j'espère que ça vous a plu, vraiment, parce que c'est beaucoup de travail, hein, une histoire comme ça, c'est beaucoup de travail, et parce que c'est une vraie partie de moi, c'est quelque chose de très important pour moi de montrer que je ne suis pas juste un youtubeur. Je ne suis pas juste quelqu'un qui écrit des histoires qui parfois peuvent être un peu simples, peuvent être un peu légères, etc. Je ne suis pas juste quelqu'un qui va vous faire rire ou tout ça. J'écris des histoires avant tout parce que j'aime écrire. J'aime créer des histoires, j'aime créer des univers. Et l'écriture a toujours eu une part importante dans ma vie. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu, même si je me doute que c'était un peu long. Peut-être même très long. Mais voilà, vous avez eu une œuvre dont je suis fier. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des retours. J'en aurais vraiment besoin parce que c'est mon écriture. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.